avons l'honneur d'accueillir le président Antoine Petit, qui est le président directeur général du CNRS, qui va venir clôturer cette matinée et nous raconter un peu les défis et les opportunités finalement de tout ce qu'on a vu ce matin sur le futur industriel. Monsieur Petit, c'est à vous. Bon, bonjour à tous et à toutes, merci de cette invitation. Alors vous dites, qu'est-ce que le CNRS vient faire là? Alors grâce à l'exposé d'Olivier, vous avez vu une partie de ce qu'on faisait au CNRS. Notre métier au CNRS, c'est de faire de la recherche fondamentale. Vous allez me dire, très bien, donc ça ne nous intéresse pas, on ne va plus écouter. Ce serait dommage, parce que cette recherche fondamentale, on essaye de la mettre au service de la société. Et j'ai illustré ça sur deux exemples. D'abord, on crée entre 80 et 100 startups par an. Et notre principal succès est rentré au CAC 40 il y a quelques années. Vous aurez la réponse à la fin. Et la deuxième manière dont on travaille avec le secteur industriel, c'est via des laboratoires communs. Olivier a parlé d'un laboratoire commun avec Airbus tout à l'heure. On a 300 laboratoires communs aujourd'hui avec des industriels dans lesquels on continue à faire notre métier, à faire de la recherche fondamentale, mais on l'a fait sur des questions qui ont été définies avec le partenaire industriel. Donc c'est jamais du très court terme, ça c'est pas nos contraintes de temps, mais c'est le coup d'après, si je peux dire. J'ai regardé, il semble qu'on n'a pas de laboratoire commun avec Bouygues, pas encore, on va dire, mais ça veut dire qu'on a du room for improvement et qu'on pourra réfléchir peut-être à tout ça. Alors, quelques mots sur l'IA et la robotique, bien sûr. Alors, l'IA, je pense qu'il y a deux idées fausses qui circulent en permanence. La première, c'est que c'est penser que l'IA vient d'arriver, que c'était, voilà, ce qui est juste une erreur. Là encore, une illustration, c'est ce qu'on appelle le deep learning. Tout le monde parle du deep learning. Comme chacun sait, le deep learning, c'est arrivé hier. C'est pas vrai. Les premiers algorithmes de deep learning, c'est la fin des années 1980. D'accord? Donc c'est à quasiment 35 ans. Et ça ne marchait pas. Et ça ne marchait pas. Et il y a des chercheurs en recherche fondamentale qui ont continué à y croire, même si la science n'est pas de la croyance. En tout cas, ils pensaient au deep learning. Et ils ont bien fait, puisque ça leur a valu le prix Turing, ce qui est l'équivalent de la prix Nobel en informatique. Et les trois chercheurs qui ont été à l'origine, c'est toujours compliqué de dire qu'il n'y en a que trois, mais parmi les principaux, il y a Yann Lequin, Joshua Bengio et Jeff Hinton qui ont le prix Nobel, le prix Turing, pardon, il y a quelques années. Et ça ne marchait pas. Donc il faut accepter que ça prend du temps. Et le deuxième point qui est paradoxal, qui est l'idée fausse, c'est que finalement, on sait tout faire déjà en IA. Et là, en termes de chercheurs, et Olivier l'a montré, en fait, on en est au tout début de l'IA. Et plein de recherches sont nécessaires dans plein de domaines différents. Et c'est pour ça que c'est un sujet qui, au CNRS, est absolument clé, parce qu'on est à la fois producteur d'IA et consommateur d'IA. On est producteur d'IA parce qu'on a des équipes de mathématiques, de robotique, on a des automaticiens, je rassure un des orateurs précédents, qui sont producteurs d'IA, parce qu'oublions pas quand même que l'IA et la robotique, c'est quand même beaucoup de maths, beaucoup d'informatique, un peu de mécanique aussi, un peu de physique, mais on a ça. Mais on est aussi consommateur d'IA parce qu'en fait, les domaines qui produisent le plus de données ne sont absolument pas les mathématiques ou l'informatique. C'est la physique des particules, c'est l'astronomie. Pour vous donner un exemple, l'astronomie travaille sur un grand projet qui s'appelle Square Kilometer Array, qui est un grand projet international comme les ont les physiciens, qui va être installé et qui est en cours d'installation en Afrique du Sud et en Australie. Et quand ça sera pleinement opérationnel, cet observatoire va récupérer chaque jour autant de données que le contenu du web actuel. Alors c'est des données brutes, hein, il va falloir les nettoyer. Et puis en physique des particules, avec des instruments comme le CERN, c'est absolument hallucinant. Donc on est à la fois consommateur, et bien sûr le fait d'être consommateur et producteur fait que les gens travaillent ensemble. Et comme on le sait à chaque fois, le fait d'utiliser l'IA pose de nouvelles questions. Et c'est pour ça qu'on a créé il y a quelques années un centre virtuel qui s'appelle AI for Science, Science for AI, pour vraiment montrer les liens entre les deux. Alors pour nous aujourd'hui, c'est quoi les grands challenges de l'IA et de la robotique? D'abord, comme ça a été illustré ce matin, la robotique est un formidable
en droit pour utiliser l'IA. L'IA permet d'avoir une robotique beaucoup plus puissante, beaucoup plus efficace, mais ça pose un certain nombre de questions sur lesquelles je voudrais rapidement insister. La première des questions qui a peu été abordée, en tout cas dans la partie à laquelle j'ai assisté, c'est le problème de la consommation énergétique. Ça, c'est l'enjeu majeur. On a inauguré il y a 3 jours le centre de calcul Jean Zay, qui a été évoqué par Olivier. Alors, je fais une petite parenthèse. Jean Zay est un homme absolument remarquable. C'est quelqu'un qui est un des 2 pères fondateurs du CNRS. L'autre père fondateur étant Jean Perrin. On est très fiers parce qu'ils sont tous les deux au Panthéon. Donc Jean Zay était ministre de l'Éducation nationale et on lui doit le CNRS, qui est déjà pas mal, enfin, je trouve. On lui doit aussi le Palais de la Découverte et on lui doit aussi le Festival de Cannes. Pour un monsieur qui a été assassiné à 40 ans par les milices de Vichy, c'est quand même pas mal. Donc petit hommage à Jean Zay. Et donc on a donné le gros ordinateur académique français qui fait de l'IA, on lui a donné ce nom de Jean Zay. Et il y avait donc, ça a été fait avec Nvidia, avec Eviden, et je ne sais plus lequel des représentants de ces sociétés disait que si aujourd'hui toutes les requêtes faites sur Google étaient faites sur ChatGPT, il n'y aurait pas assez d'électricité dans le monde pour y répondre. Et donc cette question de la consommation énergétique, elle est absolument clé. Et bien sûr, la robotique en est une illustration parce que sur les robots, il y a la puissance énergétique, elle est évidemment limitée. Et il faut vraiment faire des efforts là-dessus. Ce qui veut dire qu'il faut faire des efforts, y compris sur les algorithmes, y compris sur la consommation de tout ce qui a trait à l'utilisation de l'IA. Le deuxième sujet qui est absolument essentiel pour nous, et de façon générale, c'est la question des données. La question des données, avec plein de sous-questions qui se posent. Et la robotique l'illustre là encore parfaitement. Il faut être capable finalement d'apprendre avec moins de données. La robotique ne peut pas apprendre avec des jeux de données de taille totalement considérable. Et ça, c'est un vrai challenge, avec ce paradoxe qui est que si vous montrez à un petit enfant 3 images de chat et 3 images de chien, et vous lui montrez une nouvelle image, il va vous dire si c'est un chat ou un chien. Pour la robotique, c'est pas 3, c'est plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions d'images qu'il faut avoir identifiées avant. Et là, c'est un sujet absolument fascinant, c'est d'essayer de comprendre comment on va apprendre avec moins de données, en acceptant aussi que les erreurs que fera la machine ne sont pas les mêmes que les nôtres, mais c'est un sujet sur lequel je vais revenir. Autre question sur les données qui est fondamentale, c'est comment est-ce qu'on désapprend ? C'est-à-dire qu'imaginez que nous, on a appris, je sais pas, un jeu avec des règles, et puis qu'à un moment, on vous dit, ah, mais finalement, cette règle-là, elle est plus valable. Grosso modo, vous n'avez pas beaucoup d'efforts à faire pour continuer à jouer en n'appliquant pas la règle. L'IA, grosso modo, ne sait pas désapprendre. Ou plutôt, elle sait désapprendre en recommençant à zéro. Ce qui n'est évidemment pas la bonne solution. Donc, comment on fait pour, dans un jeu de données, être capable de désapprendre? C'est absolument pas simple. L'enjeu majeur, bien sûr, c'est la question de la qualité des données. Et ça, c'est pas si simple parce que ça veut dire quoi des données de qualité? Je prends un exemple très concret. Au CNRS, on a un enjeu majeur, la science en général, on a un enjeu majeur, c'est qu'on ne recrute pas assez de femmes. Si j'apprends à une IA comment m'aider à recruter des gens en lui donnant comme données tous les gens qu'on recrute au CNRS depuis 20 ans, 30 ans ou 40 ans, forcément, à la fin, l'IA va m'inviter à recruter plus d'hommes que de femmes. Et pourtant, mes données sont de qualité, parce que c'est les vraies données. Mais oui, mais c'est-à-dire que la qualité, c'est plus compliqué que ça. Et donc, on parle souvent de biais dans les données. Donc, il peut y avoir des biais intentionnels, bien sûr, mais il peut y avoir en fait des biais qui ne sont pas intentionnels. Et donc être capable de comprendre ce que c'est que des données de qualité et qu'est-ce qu'il faut faire pour que les données correspondent à ce que vous considéreriez comme de la qualité, c'est absolument pas simple et c'est des enjeux absolument fascinants pour la recherche. Et puis sur les données, il y a un dernier élément que je voudrais mettre en avant qui ne concerne pas forcément la robotique, mais qui est la question de la langue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les IA, elles apprennent essentiellement sur des corpus en anglais ou en espagnol ou en mandarin. C'est pas la même chose que d'apprendre sur un corpus en anglais
puis ensuite d'avoir une réponse qui est traduite en français, ou d'apprendre sur un corpus français. Si vous avez fait des exemples de traduction automatique, qui est plutôt un truc qui marche bien, vous voyez qu'un texte anglais, souvent, il est un tiers moins long qu'un texte français. C'est-à-dire qu'on n'a pas la même manière de penser, on n'a pas la même manière de s'exprimer. Et donc le fait d'apprendre sur des corpus dans une langue donnée n'est absolument pas anodin. Et c'est un enjeu qui est, à mon avis, majeur pour l'IA en général, mais pour la langue française et les langues de France. Une autre question qui est absolument clé, j'ai commencé à en parler avec la question des données, c'est la question de l'acceptabilité et de l'explicabilité. Alors ça, c'est compliqué parce que ça dépend des gens et que nous ne sommes pas complètement rationnels. Alors pourquoi on n'est pas complètement rationnel? Mais vous savez, ce qu'on dit dans un avion maintenant, c'est que dans un avion, il faut, dans un cockpit, se mettre un pilote et un chien. Donc un homme et un chien. Donc l'homme pour nourrir le chien et le chien pour empêcher l'homme de toucher à quoi que ce soit. Ce qui est plutôt vrai. Je ne sais pas s'il y a des pilotes d'avion dans la salle, ils ne vont pas être contents, mais c'est plutôt vrai. Et tous les jours, ou presque, on prend l'avion et personne ne se pose la question de savoir mais qui a vérifié le logiciel? Ça marche, qui a vérifié le logiciel? On ne se pose pas la question. Vous ne rentrez pas dans l'avion en allant voir le pilote en disant mais expliquez-moi comment le logiciel a été vérifié, est-ce que vous êtes sûr qu'il a bien été vérifié? À l'inverse, un certain nombre d'entre vous doivent avoir des enfants qui vont au lycée. Parcoursup. Quand même, Parcoursup, c'est quoi cet algorithme? Donc on est dubitatif, inquiet sur Parcoursup, mais un avion, il n'y a pas de problème. Très franchement, le niveau de complexité d'un pilote automatique dans un avion est un tout petit peu supérieur au niveau de complexité de Parcoursup. Et donc la question de l'explicabilité, de l'acceptabilité sont vraiment des enjeux clés. C'est-à-dire que tant qu'on est sur de la robotique industrielle, on peut dire que la question ne se pose pas complètement, mais prenez ne serait-ce qu'une voiture automatique ou une voiture avec un aide au pilotage, la question se pose, qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter? Qu'est-ce que vous voulez comme explication? Et pourquoi est-ce que vous voulez des explications? Si vous allez chez un dermatologue et qui vous dit je suis désolé monsieur, je suis désolé madame, le mélanome là, il est cancéreux, vous lui dites pas, ah ouais, et pourquoi? Et comment vous le savez? Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Si c'est un algorithme qui vous dit c'est un mélanome cancéreux, comment il a décidé cet algorithme? Et donc c'est des sujets absolument majeurs qui sont des sujets qui sont à la fois techniques, scientifiques, mais aussi qui impliquent des compétences en sciences humaines et sociales pour essayer finalement comprendre qu'est-ce qui va faire que les gens vont accepter une IA, accepter une robotique. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour les convaincre ou simplement pour leur donner les éléments d'explication? Et une des difficultés majeures que nous avons tous, c'est qu'au fond, on ne sait pas comment l'IA fait ses propositions. On ne sait pas comment l'IA génère ses textes. Alors vous avez par exemple sur les reconnaissances des images, des exemples célèbres sur le web, vous avez un mouton dans une savane et l'IA a dit c'est un lion. Donc ça vous fait rire, vraiment l'IA n'est pas très performante, parce que finalement on compare avec la manière dont nous on l'aurait fait. Donc simplement les erreurs que nous ferons nous en tant qu'humains ne sont pas les mêmes que celles que feront la machine, parce qu'elles ne raisonnent pas de la même façon. Et que fondamentalement, on ne comprend pas comment elles raisonnent. On n'est pas capable aujourd'hui encore d'expliquer comment les algorithmes de décision fonctionnent. Et ça, c'est évidemment un enjeu majeur. C'est passionnant d'un point de vue scientifique, évidemment, mais c'est un enjeu majeur parce que plus il y aura de demandes d'explicabilité, plus il faudra qu'on fasse des progrès. Et encore une fois, la difficulté, est aussi d'essayer de comprendre ce qui fera que vous serez convaincu ou pas, ce qui sera que vous acceptez les choses ou pas. Et ça, c'est absolument pas évident. Et puis, ça pose aussi la question de la responsabilité. C'est-à-dire, qui est responsable? Vous avez une voiture automatique ou une voiture semi-automatique, il y a un accident, qui est responsable? Est-ce que c'est le constructeur? Est-ce que c'est la personne qui a fait le logiciel? Est-ce que c'est le lien, l'intégrateur? Et ça pose des questions majeures, notamment pour, bien sûr, les acteurs industriels et les acteurs économiques. C'est où se situe le niveau de responsabilité? Et c'est absolument une question pas simple. Les juristes s'en donnent à cœur joie là-dessus.
et c'est pas fini parce que on est dans des concepts nouveaux pour lesquels il faut qu'on réfléchisse ensemble à tout ça. Et puis il y a un point peut-être qui est lié un peu à la responsabilité, c'est les questions d'éthique, de déontologie, qui sont majeures et qui ne sont pas si simples parce qu'elles sont culturellement dépendantes. Je veux dire par là que si vous arrivez en Chine, vous rentrez dans un magasin où vous n'avez jamais mis les pieds, et moi, si on me dit « Bonjour, monsieur Petit », je repars en courant. Ça ne fait pas partie de ma culture, et j'imagine pas de la vôtre non plus. Le monsieur Zhang, qui est mon homologue chinois, il est super content qu'on l'ait reconnu. Il n'avait jamais mis les pieds dans le magasin, mais il est super content. Et donc, cet exemple est bien sûr lié à la reconnaissance faciale. Qu'est-ce que nous, on est prêt à accepter? Est-ce que la reconnaissance faciale, c'est formidable parce que ça permet de lutter contre le terrorisme et contre la criminalité? Peut-être. Est-ce que c'est dangereux parce que ça veut dire que vous êtes suivi et traqué? Peut-être aussi. Et donc, il y a des vraies questions qui vont se poser de déontologie, d'éthique. C'est-à-dire de quelle IA on a envie, quelle IA on veut faire, quelle IA on est prêt à accepter. Et ça, je crois que c'est vraiment des questions qui se posent devant nous, qui sont liées en fait à des questions pour moi de démocratie. C'est-à-dire que l'IA est quand même avant tout et fondamentalement un outil. Mais comme tout outil, il faut probablement en contrôler le bon usage. Qu'est-ce qu'on est prêt à accepter? Qu'est-ce qu'on est prêt à refuser? Quelles règles on se donne? Et il ne s'agit pas de sombrer dans un schéma dans lequel, j'ai eu l'occasion de le dénoncer, où l'Europe ferait la réglementation et les normes pendant que l'Asie et les États-Unis feraient du business. Mais néanmoins, les questions se posent de façon aiguë. Et puis peut-être un dernier point avant de conclure, la question qui a déjà été abordée rapidement sur l'emploi. Est-ce que l'IA et la robotique vont supprimer les emplois? La réponse est oui, évidemment. Évidemment. Mais je vous fais remarquer qu'il n'y a plus beaucoup d'allumeurs de réverbères. Donc est-ce que l'électricité a supprimé des emplois? Oui, plein. Il n'y a plus beaucoup de maréchaux ferrants. Est-ce que l'automobile a supprimé? Oui. Donc est-ce que l'IA va supprimer des emplois? La réponse est oui. Est-ce que l'IA va en créer? La réponse est oui aussi, très clairement. Et je pense que là encore, ce sont des questions qui, pour nous, au CNRS, nous intéressent, parce que c'est toute la question du travail, la relation de la place de la machine dans le travail. Et une des convictions qu'on a, qui est que, la robotique en est un bon exemple, que sans doute le grand enjeu à venir aujourd'hui, c'est non pas l'IA toute seule, non pas la robotique toute seule, mais c'est les interactions avec les êtres humains que nous sommes. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va déléguer à la machine, comme on l'a délégué finalement depuis qu'il y a des machines. Qu'est-ce qu'on délègue à l'outil, qu'est-ce qu'on délègue à la machine, qu'est-ce qu'on veut garder? Quelle est au fond notre valeur ajoutée à nous? Parce que est-ce que le robot va nous remplacer? Alors ça fait partie du fantasme. Et bien sûr que non. Bien sûr que non. Est-ce que le robot va vouloir prendre le pouvoir? Pourquoi est-ce que le robot a envie de prendre le pouvoir? C'est rigolo qu'on translate nos propres fantasmes sur le robot. Regardez ce pauvre garçon là qui est là. Il n'a pas envie de prendre le pouvoir. Il essaye de marcher d'un bout à l'autre. On en est loin. Donc ça c'est des fausses questions. Par contre, je pense que les vraies questions qui se posent et sur lesquelles, à mon avis, il faut avoir une réflexion, c'est, encore une fois, quelle place on veut donner à l'IA, quelle place on veut donner à la robotique. Et encore une fois, les réponses, me semble-t-il, sont des réponses dans lesquelles il y a une dimension démocratique. Et c'est à la société de décider quelle place elle veut donner à cette IA, quelle place elle veut donner à la robotique, de manière à ce que ces outils qui sont potentiellement formidables profitent au plus grand nombre. Et moi, je pense que ça, c'est un enjeu clé de l'IA dans les années à venir, c'est la question de l'éducation. L'éducation du grand public, l'éducation des politiques. La France n'est pas un des pays dans lequel les politiques ont la plus grande culture scientifique au monde. Mais je pense que c'est important parce que si on veut avoir une réflexion sereine là-dessus, il faut se poser ces questions-là.
Et puis, bien sûr, je pense que ce qui est important, c'est que chacun se dise que l'IA et la robotique va impacter ces métiers. Et ça, il n'y a pas le choix. Vous ne pouvez pas dire « pas moi ». Et donc, par contre, c'est à vous de décider ou de réfléchir et de travailler probablement aussi parfois avec des chercheurs et des chercheuses pour finalement savoir quelle place on a envie de donner à la robotique, qu'est-ce qu'on veut lui faire. Pour donner 2 exemples là-dessus, il y a quelques années, moi, j'ai travaillé à INRIA, j'ai dirigé l'INRIA. Alors, c'était il y a 15 ans. Alors, c'est très drôle, il y avait 2 professions qui disaient « non, moi, l'IA, jamais ». C'était les médecins et les avocats. C'était quand même des gens très savants, n'est-ce pas? Donc, ça fait marrer. C'est vrai, parce qu'aujourd'hui, un dermatologue, le meilleur des dermatologues au monde, il va peut-être voir, je sais pas quoi, 20 cas par jour. La meilleure IA, elle va en voir 200 000 à la seconde. D'accord? Donc oui, bien sûr, l'IA a un impact sur la médecine. Les avocats, la jurisprudence, évidemment qu'une IA elle a une jurisprudence qui est une capacité à prendre une jurisprudence. Donc c'est-à-dire que tout le monde va être impacté. Ça, je crois que c'est vraiment quelque chose dont il faut avoir conscience. Mais c'est aussi à chacun de réfléchir, encore une fois, à quelle place il a envie de donner à l'IA, en sachant qu'il faut être intellectuellement agile, parce que, comme je l'ai dit, je pense que l'IA, en fait, on est au tout début de l'IA. Si vous réfléchissez bien, vous avez tous votre smartphone dans la poche. Moi, le premier, hein, c'est pas... premier iPhone, c'est quand? Voilà, il y a 20 ans. D'accord? Il n'y a que 20 ans. D'accord? Donc, dans 20 ans, qu'est-ce qui sera disponible? Franchement, moi, je ne suis pas Madame Soleil. J'ai beau diriger le CNRS, mon rôle n'est pas d'être Madame Soleil. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a des trucs dont on ne sait même pas ça sera dans 20 ans. Il y en a d'autres, on commence à avoir des idées, parce que, encore une fois, la recherche, c'est du temps long. Et donc, je pense que ce qui est important, et c'est probablement ça qui est le plus perturbant dans la révolution de l'IA et la révolution de la robotique, c'est que les choses vont très vite et qu'il faut être, au fond, mais je trouve ça finalement rassurant pour l'esprit humain, il faut qu'on ait un esprit qui soit souple, agile, et qui nous permette de nous adapter, et qui, encore une fois, je vais m'arrêter là, fasse en sorte que cette IA, qui est un outil formidable, que cette robotique est un outil formidable, eh bien, soit utilisée de façon formidable, en étant vigilant sur les risques, dont il faut pas nier l'existence aussi, mais ces risques ne sont pas liés au fait qu'elle va prendre le pouvoir, ça, c'est pas le sujet. Mais le fait qu'elles peuvent avoir un risque de nous formater, tous, de façon un peu uniforme, et probablement qu'aucun d'entre vous n'a vraiment envie d'être formaté. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette keynote de clôture qui reprend bien tous les enjeux à la fois technologiques, humains, éthiques associés. Et effectivement, je partage tout à fait votre vue sur la construction du futur. C'est-à-dire qu'on imagine toujours que le futur sera la reproduction du passé proche avec une tendance linéaire. Non, absolument pas. Donc, comment imaginer le futur en fonction des petites bases qu'on a aujourd'hui et puis de pouvoir s'imaginer et puis essayer d'éviter les choses trappes si possible. La question de la technologie et du travail, et de l'IA et le travail, et on en parlait tout à l'heure avec Impact AI. On organise justement à l'occasion de Vivatech une séquence pendant le salon, le 12 juillet, sur lequel je vous invite tous, sur lequel il y aura une réflexion, il y aura le ministre du Travail. Juin, bien sûr, oui. Ouf. Donc le deuxième jour de Vivatech sur effectivement l'incidence de l'IA sur le monde du travail. Donc il y aura certainement la ministre du Travail qui sera présente dans cette table ronde, Jean-Manuel Soussan. Mais si vous êtes disponible, on vous invite très volontiers à venir débattre de ce sujet. Je recontacterai votre cabinet pour la séquence. Merci à tous nos intervenants. Vous avez été brillants. On n'en attendait pas moins, mais là, franchement, vous avez placé la barre très haute pour les séquences suivantes. On a été ravis de vous entendre. Il y aura, comme d'habitude, un replay qui sera diffusé sur le YouTube de la chaîne Bouygues dans 2 jours. Vous pouvez également, en rescannant le petit code, renseigner un peu votre indice de satisfaction de la matinée d'aujourd'hui, mais surtout les thèmes que vous aimeriez que l'on traite dans les séquences suivantes.
sachant que la prochaine, je pense qu'on est déjà presque prêt à l'annoncer. Elle sera organisée avec le MIT. C'est notre symposium annuel du MIT que l'on fait ici dans ce format, le 16 octobre. Et le thème qu'on aurait bien envie de traiter, Marie-Luce va découvrir ça en première, ce sont les jumeaux numériques. Et comment les jumeaux numériques viennent finalement impacter le monde des opérations. Et je pense qu'un Grégorio peut être à nouveau bien, bien moteur pour être présent sur cette séquence. Merci à tous. On vous souhaite maintenant une très bonne fin de matinée et à très vite.